Bonjour et bienvenue sur Chef. Je suis Sophie Plumer, votre hôte. Avec Chef, je dresse des portraits de femmes et d'hommes engagés dans leur entreprise, passionnés par l'intelligence collective et qui accompagnent leurs équipes de manière positive. Chef, c'est le podcast de ceux et de celles qui sont convaincus que, comme moi, bienveillance et performance sont indissociables. Le pitch marketing de Chef est de créer un podcast qui mêle des portraits d'hommes et de femmes qui s'engagent pour leur entreprise. Et aujourd'hui, je reçois une femme qui justement s'engage depuis 20 ans pour son entreprise et qui a l'art de cultiver conviction, innovation et énergie. Cette femme, c'est Barbara Delessal-Brabant, la DRH de la marque pour enfants et adolescents Tape à l'œil. J'ai invité Barbara sur Chef pour découvrir une conviction que j'ai depuis longtemps, mais que je n'avais encore jamais théorisée. La symétrie des attentions. D'ailleurs, début octobre, Tape à l'œil a été élue meilleure relation client de l'année. Et en recevant son prix, la directrice commerciale a dit « Si vous prenez soin de vos collaborateurs et qu'ils sont épanouis, alors ils auront envie de prendre soin de leurs clients. » Ça résume bien l'état d'esprit qui règne dans cette entreprise et la signification du mot symétrie des attentions. Alors avec Barbara, j'ai cherché à comprendre comment s'applique cette symétrie des attentions au quotidien, quels sont les résultats et surtout comment l'appliquer quand on est manager ou même juste collaborateur de l'entreprise. Cet épisode est un condensé de pratiques innovantes et collectives. Barbara est authentique et vraiment très claire dans ses propos, c'est un régal. Je vous donne rendez-vous pour le débrief en fin d'épisode, mais avant, je vous rappelle de prendre quelques minutes pour noter et partager le podcast autour de vous. Ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître Chef, et sans vous, vraiment je ne peux rien faire. Donc merci par avance de prendre ces quelques minutes. Voilà, je vous souhaite bonne écoute de ma conversation avec Barbara, et je vous retrouve en fin d'épisode. Aujourd'hui, je suis à Lille et je suis en compagnie de Barbara. Bonjour Barbara, bienvenue sur Chef. Salut Sophie, bienvenue à Lille. Un jour à Lille où il fait beau. Exactement, il fait un temps magnifique. Alors Barbara, tu es la DRH de Tape à l'œil. Tape à l'œil, c'est une marque de vêtements et d'accessoires pour enfants et adolescents. Vous avez plus de 300 boutiques dans le monde. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots de Tape à l'œil, peut-être un tout petit peu l'histoire ? Oui, une entreprise qui appartient à Patrick Mullier, qui a été créée en 1994, donc on va bientôt fêter nos 30 ans, qui s'est développée d'abord sur un marché français succursaliste, et puis qui après quelques années a fait confiance à des partenaires en affiliation sur la France et en master franchise à l'international. Tape à l'œil, c'est des magasins, mais c'est surtout un commerce omnicanal puisqu'on a un site marchand, et puis c'est 1000 collaborateurs qui travaillent sous l'enseigne. Je le disais, soit des collaborateurs salariés, mais on considère que la plupart de nos partenaires qui, quelque part, sont fruits de notre réussite, sont des collaborateurs qu'on accompagne aussi. Voilà, donc ça fait 1000 talents chez Tape à l'œil aujourd'hui. Pas mal de travail, du coup, pour toi. Alors, toi, tu as fait toute ta carrière chez Tape à l'œil, ou une grosse partie de ta carrière chez Tape à l'œil, et donc j'imagine que si tu y es resté, c'est pour une bonne raison. Donc j'aimerais bien que tu nous expliques finalement ce qui t'a retenu, ce qui t'a fait évoluer chez Tape à l'œil, et surtout pourquoi tu en es devenue la DRH. Donc je suis rentrée chez Tape à l'œil comme une première expérience professionnelle, tout simplement parce que j'étais avec un bagage de pub et au final je ne me suis pas projetée durablement dans l'univers de la pub, et donc j'ai choisi une entreprise dans laquelle j'allais pouvoir m'épanouir et surtout me construire un projet professionnel. Et donc c'était multifonction possible dès le démarrage. Ce qui fait que je suis restée chez Tape à l'œil, puisque ça fait plus de 20 ans que j'y suis. La première chose, c'est que je crois que ce projet d'entreprise est au fur et à mesure du temps devenu de plus en plus un projet collaboratif. Et je suis attachée à ça, donc au-delà d'être la DRH, j'ai d'abord été un collaborateur pendant de nombreuses années, et avoir le droit de m'exprimer, être sollicité, donner mon avis, quelle qu'était ma fonction, c'était nécessaire pour moi et c'était indispensable. Donc, tant que ça a été collaboratif, ce que ça l'est toujours, ça ne m'a jamais donné envie de partir, puisque j'avais la conviction que je faisais ma part et que j'étais écoutée pour faire ça. La deuxième chose, c'est que c'est une boîte que je trouve qui ne s'arrête jamais en termes de transformation ou d'innovation,
quels que soient les métiers, puisque j'ai travaillé dans l'univers marketing, mais j'ai travaillé sur l'univers du réseau aussi, j'ai travaillé dans l'univers de la formation. À chaque fois, il y a des domaines dans lesquels on pourrait croire que ça se développe, où on a moins envie d'innover, et pour autant, quels que soient les secteurs, ça a été le cas. Donc, d'un univers à l'autre, je me transformais et j'avais le droit d'innover. Donc, je vois pas pourquoi je partirais. J'y suis toujours parce que, et pour des hommes et des femmes. Dans un parcours professionnel, on se dit souvent que y a des rencontres. Et ben moi, je l'ai fait chez Tape à l'œil en fait. Donc, je les ai faites avec des collaborateurs qui m'ont challengé et ça me fait du bien. Et donc, j'ai osé faire de la transversalité parce que j'avais des collègues qui me donnaient confiance. J'ai des boss qui m'inspirent et qui m'ont inspiré au fur et à mesure du temps. Donc, c'est aussi beaucoup des hommes et des femmes qui nous permettent de nous projeter. Et puis la dernière chose, c'est que je crois que quand ça fait 20 ans qu'on est dans une boîte, on y reste aussi parce qu'on a l'impression qu'il y a un ADN ou un terrain de jeu ou un terreau qui nous ressemble. Et souvent, je fais de la comparaison en disant au début, j'étais une petite fleur hein, et puis j'ai de la chance, je me suis plantée dans un bon terreau qui fait qu'aujourd'hui, je me sens plus solide qu'avant et parce que ce terreau me ressemble et que j'y fais ma part, mais qu'il me rend bien aussi. Voilà pourquoi j'y suis. J'ai une question que j'aime bien poser à mes invités pour les connaître et les comprendre un peu mieux. C'est la question, quel chef es-tu ? Alors je te la pose, Barbara. Je sais que c'est pas une question facile, hein, parce que moi-même j'y ai réfléchi et je me suis dit punaise, elle est quand même difficile cette question. Mais du coup je te la pose. Quel chef es-tu, Barbara ? La question elle est pas facile parce qu'il faut rester humble et honnête en même temps. Si je dis quel chef je suis à travers ce que mes équipes me racontent, parce que je suis d'abord un chef d'équipe, il y a des mots qui me viennent avec leur verbatim. Elles vont parler de boostante, elles vont parler d'inspirante, elles vont aussi parler de challengeante. Je sais pas, je dois les hanter avec tous ces hantes, mais en tout cas, voilà, c'est un peu ce qui me revient. Et elles ont aussi, elles apprécient un chef qui fait confiance et qui est plutôt dans la transmission de la responsabilité. Il faut quand même qu'à un moment l'âge porte ses fruits. Tu m'as demandé quel DRH j'étais et je t'ai pas complètement répondu, mais je suis une DRH que je peux dire d'expérience, d'accord, pour ne pas dire vieille, d'accord, quand on en a 48. Mais voilà, donc elles disent aussi que je suis dans la transmission et dans la responsabilité. Je peux aussi dire que je suis un chef de tribu puisque je suis une maman et donc je crois vraiment que on sépare pas les vies pro, les vies perso, on reste les êtres alignés. Et donc, si j'écoute mes enfants, ils me disent que je suis une chef stricte. Donc, ça me fait bizarre. Mais ça veut dire que ça se retrouve quand même avec ce que mes équipes disent. C'est pas du verbatim professionnel, mais mes équipes me disent aussi que j'ai la culture du résultat et que quand je demande des choses, j'aime bien que ce soit fait. Mais comme je suis une maman qui est stricte, quand je demande des choses à mes enfants, c'est parce que je le fais pour eux, parce que je crois que c'est pour eux. Et quand je demande des choses à mes équipes, je ne le fais plus pour moi. Je le fais parce que je crois que ça va les booster elles-mêmes ou les développer elles-mêmes. Et que derrière leurs propres résultats, l'estime d'elles-mêmes sera meilleure. Voilà. Est-ce que tu te reconnais dans tous ces qualificatifs ? Ah ben, j'ai déjà pris les cadeaux, ce qui est sûr. Je me reconnais aujourd'hui. Je me reconnais en ayant donc changé. Parce que je pense que derrière boostante ou inspirante, c'est une traduction positive de hier, j'étais peut-être exigeante, voire peut-être trop dans la pression. Voilà, pas dans la justesse peut-être de ma relation managériale quelquefois. C'est aussi parce qu'il y a de la maturité qui évolue. Et puis parce que j'ai fait de mes équipes directes ou des collaborateurs de l'entreprise aussi un moteur de transformation pour moi. C'est-à-dire que je pars pas du principe que c'est parce que ça fait ni parce que je suis DRH, ni parce que ça fait une quinzaine d'années que je suis manager, que pour autant je suis meilleure que les autres. Et donc je crois qu'un jeune manager autour de moi aujourd'hui qui va avoir une vingtaine d'années, il a beaucoup à m'apprendre. Il va beaucoup me transformer parce qu'il y a quand même un paquet de trucs dans lesquels je suis pas forcément toujours à jour. Et si je me connecte à lui, je deviens ce que je deviens. Voilà. Et tu me disais juste avant qu'on entre dans la salle dans laquelle on enregistre que tu étais la marraine d'une promotion de nouveaux managers. Ouais. Donc ouais. Mais dans
dans ma vision du job, je crois que être monométier aujourd'hui, c'est pas une fin en soi. Et donc, j'ai 2 credos. Je crois au statut de slasher dans le monde professionnel aujourd'hui. Et je pense que on n'est pas slasher forcément en extérieur d'une boîte. On peut décider d'être slasher à l'intérieur d'une boîte. Et un slasher, c'est quelqu'un qui développe une multi-activité et qui croit, à travers ces différentes activités, à la mobilisation, au renouveau pour lui, la dynamisation de son projet, de son parcours. Et donc moi, je suis une DRH avec ce que signifie un job de DRH, mais j'aime bien aussi être une coach ou un mentor. Mais j'ai pas de raison de ne l'être que pour mon équipe. Ça, c'est OK, ça fait partie du rôle managérial. Et donc, dans le cadre de Tape à l'œil, j'ai aussi eu envie d'acquérir ce statut-là. Alors, ça peut faire bizarre, mais en même temps, si on l'accepte et si les collaborateurs avec lesquels je bosse acceptent de ne pas me voir comme DRH, mais plutôt comme coach ou comme mentor, voilà, c'est gai pour eux et c'est super gai pour moi. Et donc, ce cycle de manager junior, on va pas dire junior par l'âge, on va dire par... ils montent à bord d'une nouvelle mission qui est... on leur a confié des richesses humaines, ils ont dans la responsabilité. Ils ont besoin de témoignages. Ils ont besoin de gens qui les orientent. Ils ont besoin de gens qui donnent des feedbacks sur leurs craintes ou sur leurs grandes ambitions. Et donc moi, humblement, j'ai envie d'être ce coach-là avec eux. Mais je te souhaite beaucoup de réussite et beaucoup de plaisir. En tout cas, le premier moment était déjà très chouette. Donc, ça promet, c'est sympa. Et puis, ça raconte une accessibilité, vrai cadeau pour une DRH, en fait. Vrai cadeau. S'ils sont d'accord, c'est un vrai cadeau. C'est clair. Quand on a préparé cet épisode ensemble, je t'ai un peu fait parler autour de tes convictions en tant que DRH et tu m'as parlé d'une notion qui m'a particulièrement marquée et intéressée, et c'est la raison pour laquelle on se voit aujourd'hui. Tu m'as parlé de la symétrie des attentions. Oui. Qu'est-ce que la symétrie des attentions et en quoi c'est un élément important de la culture d'entreprise de Tape à l'œil? Alors, la symétrie des attentions, très simplement, c'est tout ce que la marque Tape à l'œil est en capacité de faire pour ses clients. Elle met le même niveau d'ambition pour ses collaborateurs. La symétrie des attentions, c'est partir du principe que les métiers du marketing sont les mêmes que les métiers des ressources humaines. Seuls les clients changent. Et donc, souvent, je suis impressionnée dans la capacité des entreprises, des marques, à investir, créer, oser pour satisfaire leurs clients, surprendre leurs clients, recruter leurs clients. Donc, quand je suis devenue DRH, je me suis dit où vais-je trouver mes moteurs d'inspiration ou d'innovation? Où vais-je trouver des fonctions qui vont me permettre d'oser inventer un peu un métier différent? Et j'ai trouvé ces inspirations-là dans la symétrie des attentions en observant, ce qui est encore mon premier leitmotiv de tous les jours, toute la créativité des marques autour de leurs clients. Et donc chaque fois qu'une marque chaque fois que la marque Tape à l'œil, je vais le dire comme ça, ose ou innove, invente des choses pour ses clients, eh ben nous, avec l'équipe RH, on voit de quelle manière on est en capacité de faire profiter nos collaborateurs internes de cette même innovation ou de cette même envie de fidélisation, etc. Donc, ça se matérialise chez Tape à l'œil, par exemple. La marque décide, il y a quelques années, de mettre en place ce qu'on appelle un Family Lab. Un Family Lab, c'est la co-création sur des collections avec des clients. Et donc, quand vous allez sur notre site internet aujourd'hui, il y a un Family Lab et on a très régulièrement des clients qui s'abonnent à notre Family Lab en disant j'ai envie de co-créer la prochaine robe de cérémonie. Et on a dupliqué et on a dit on va faire un Team Lab avec les collaborateurs Tape à l'œil. Et c'est-à-dire que sur certains projets ou certaines thématiques qui classiquement sont plutôt le fruit du travail des RH ou des dirigeants, on va d'abord travailler avec des collaborateurs pour les écouter et écouter leur avis. Donc ça, c'est typiquement la symétrie des attentions. La RH est inspirée de ce que la marque a fait. Quand la RH observe que la marque devient de plus en plus sociale et donc prend la parole sur les réseaux sociaux avec de l'émotion, avec ses vérités, avec son authenticité, alors l'employeur
s'est aligné sur la nature des prises de parole de la marque Tape à l'œil pour aussi s'engager sur les réseaux sociaux. Mais donc c'est systématiquement cette symétrie des attentions entre nous, chez Tape à l'œil, en tout cas je le pense comme ça, qui donne de la cohérence. Et si on le fait, et si je crois à ça, c'est parce que il y a quelques années, quand on faisait des job dating en recrutement, très classiques, je me suis rendu compte que j'avais entre 70 et 80% des clients, que j'avais entre 70 et 80% du public qui me rejoignait en job dating, qui en fait étaient des clients. Et donc, si je veux être cohérent pour quelque part l'attachement à la marque ou la cohérence de la marque, il faut donc que quand les collaborateurs passent l'intérieur de l'entreprise, ils aient la même histoire. Et donc, c'est ce qu'on fait. Donc, en synthèse, en marketing, tous les jours, on crée les conditions d'attractivité, de notoriété, parce qu'on a envie de recruter des nouveaux clients. Et puis, quand on les a recrutés, on prend le temps de les informer, on les forme sur ce que la marque devient, on communique avec eux, puisqu'on a une simple ambition qui est de fidéliser les meilleurs. Eh ben, en RH, on fait le même job. Voilà. C'est exactement le même. Voilà ma symétrie des attentions. J'étais sensible à ton message parce que c'est forcément quelque chose dans lequel je crois aussi beaucoup. Et d'ailleurs, j'avais fait un podcast sur ce sujet un peu avant l'été où on parlait de ça avec mon invité, le fait de travailler sa marque employeur de la même manière qu'on travaille sa marque marketing ou vis-à-vis des clients. Donc, c'est intéressant. Donc là, tu me dis, donc c'est ta conviction en tant que RH. Est-ce que c'est quelque chose qui est partagé, diffusé au sein de l'entreprise ? J'imagine que oui. Est-ce que ça diffuse plus largement, ça infuse plus largement dans votre culture d'entreprise ? En fait, je sais pas si le plus important c'est la théorie et l'explication ou si c'est le fait de le vivre de manière naturelle. Alors, ça se diffuse, ça se partage, oui. Je vais le dire simplement. Déjà, c'est la genèse de cette symétrie d'attention. Ça se retrouve dans mon parcours, puisque il y a quelques années, mon manager m'a demandé de porter 2 fonctions. Et j'ai été directrice de la relation client interne, que l'on peut dire RH, et directrice de la relation client externe, on va dire marketing. Et j'ai fait ce job pendant 18 mois. J'avais pas la prétention d'être la championne du monde. J'avais juste la prétention de servir une philosophie d'entreprise qui était de dire clients et collaborateurs, vous êtes nos 2 piliers stratégiques et on a la même ambition de satisfaction en fait. Donc ça se retrouve comme ça. Après, aujourd'hui, quand on recrute des nouveaux managers, ils ont un onboarding dédié avec la RH dans lequel on les aligne, on les met à bord de ce que on appelle l'empreinte managériale Tape à l'œil. Et l'empreinte managériale Tape à l'œil, elle trouve d'abord son ADN dans des partis pris RH. Et dans ces partis pris RH, entre autres, il faut qu'ils comprennent et qu'ils intègrent ce qu'est la symétrie des attentions pour être en capacité d'incarner un manager qui fait ça. Et aussi parce que nos managers, on se dit que plus ils sont conscients qu'on travaille pour les clients finaux, plus ils prennent soin de leurs collaborateurs qu'ils doivent considérer comme des clients, en fait, parce que on doit être très exigeant avec ses clients, on doit être la même chose avec ses collaborateurs. Donc, théoriquement, on le raconte, mais on le vit et on l'intuite et c'est tout. Je vous donne un exemple, on fait du NPS, le Net Promoter Score, avec nos clients depuis 4-5 ans. Il y a maintenant 3 ans, on a lancé le Net Promoter Score avec nos collaborateurs. C'est exactement les mêmes questions, un peu ajusté parce qu'on parle à des collaborateurs, mais c'est la même mécanique de notation, c'est la même. D'autres font des baromètres très pointus, etc. Nous, on a fait ce choix-là. Mais je n'ai pas besoin d'expliquer aux collaborateurs, dans ce cadre-là, la symétrie des attentions. Puisqu'ils sont animés tous les mois sur les résultats des NPS clients, quand ils reçoivent un NPS collaborateur, ils savent quelle est la finalité d'un NPS. Donc, voilà, bien sûr qu'on doit un peu l'expliquer, mais c'est pas affiché partout dans les murs, c'est pas l'important, c'est surtout de le faire vivre. Voilà. Ok. Alors justement, concrètement, tu parlais du Family Lab par exemple. Est-ce que tu peux nous expliquer, et donc du Team Lab en interne, est-ce que tu peux nous expliquer quels ont été les effets concrets
qu'est-ce que vous en avez sorti de ce Team Lab ou une autre initiative que tu voudrais nous expliquer de manière un peu plus précise? Ouais, le Team Lab, ce que j'en ai sorti, c'est pas toujours facile d'en faire parce que les collaborateurs, ça leur demande du temps et puis il faut avoir les thématiques appropriées aussi, puisque le principe d'un Team Lab, comme celui du Family Lab avec les clients, c'est de co-créer, donc d'écouter les utilisateurs finaux et après de prendre leurs recommandations, de remettre ça dans les mains des experts pour que ce soit cohérent avec ce qu'on sort. Quand je dis ça, c'est que les premières expériences des Family Lab font qu'on a écouté des clients et qu'on a tellement respecté ce que le client disait que un client, il parle avec ses émotions et avec ses propres filtres. Et donc, si à un moment, on ne remet pas les recommandations des clients dans les mains d'experts, qui sont chez nous des stylistes ou des chefs de produits, on peut imaginer mettre à dispo des produits qui sont pas tout à fait justes. Parce que c'est quand même un mix de filtres émotionnels. Et chez les clients, chez les collaborateurs, c'est la même chose. C'est-à-dire que donc nous, on a fait des Team Labs et on a mis en place le même processus avec, à terme, un regard RH, un filtre qui s'assure que entre les envies, je vais le dire comme ça, mais pragmatiques ou opérationnelles des collaborateurs, il y a de la faisabilité. Donc, un Team Lab concrètement qu'on a pu mettre en place, c'est un Team Lab autour de la politique de rémunération et de reconnaissance tape à l'œil. Voilà, un sujet pas complètement facile. Eh ben, ça a été extrêmement porteur parce que on a des collaborateurs qui nous ont amené des idées super. Et en même temps, on a dû prendre la main aussi en ressources humaines parce que une fois qu'on a toutes les idées créatives remis dans un marché du travail actuel, il y a des choses qui, entre ce que l'on croit et la faisabilité devant le droit du travail, la loi, les enjeux fiscaux, etc., on peut pas faire exactement ce qu'on veut. Mais c'était magique, en tout cas, aussi pour les gens qui lèvent le doigt. C'est-à-dire que, au-delà du résultat, que je trouve déterminant, ce qui m'intéresse aussi dans ces processus RH, c'est comment ça permet à des collaborateurs de s'exposer ou de s'engager pour leur entreprise. Voilà. Donc, quand on propose à des clients de s'engager dans le Family Lab, ou qu'il y a des clients qui postulent pour du Family Lab, ils nous renvoient quelque chose de plus différent que des clients lambda dans leur attachement. Et nous, quand on a fait les Family Lab, les Team Lab, on n'en a pas fait 50, parce qu'en plus le Covid est arrivé là-dessus. Mais les premiers, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est ceux qui ont levé le doigt. Et qui n'étaient pas forcément ceux que j'imaginais. Ouais, l'engagement. C'est des gens qui ont envie de s'exposer parce que donner ses opinions, donner son avis, même si c'est pour servir un projet d'entreprise, à la fin, c'est quand même prendre des positions dans lesquelles potentiellement on peut vous dire je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Et donc, un collaborateur, il doit accepter l'idée que son idée soit reçue ou pas. Et donc, il faut qu'il l'entende aussi que si son idée n'est pas reçue, c'est pas pour autant que c'est une mauvaise idée, mais que nous, on la retient pas pour telle raison. Et donc, on a des collaborateurs qui sont venus jouer le jeu, qui étaient de métiers différents, surprenants, des stylistes, j'ai eu des gens des magasins qui sont venus dans des Team Labs, et des gens des magasins, c'est des gens qui sont très exposés en termes de communication, en termes d'idées quelque part pour satisfaire leurs clients. Et les métiers stylistes sont des métiers plus créatifs, en fait, et on les imagine pas forcément toujours s'engager sur ce genre de sujet plus RH. Et en fait, moi je trouve ça formidable. En fait, on est d'abord des personnalités dans un projet d'entreprise et on n'est pas que des métiers. Et c'est aussi ça que ça ouvre. Oui, c'est sûr que ce Team Lab, en tout cas, a plein d'avantages, à la fois de créer du lien entre des métiers qui travaillent pas forcément ensemble, faire en sorte que les collaborateurs s'engagent pour leur entreprise et donc créer un sentiment d'appartenance. Vous, côté RH, les écouter et avoir un panel direct d'envie et d'attente des collaborateurs. Clairement. Et puis une co-construction, j'imagine que si vous avez des changements à faire passer, c'est toujours plus simple quand ils ont été co-construits et davantage compris que s'ils sont subis. Avec ce que je disais sur la dimension collaborative, en fait. Ça fait partie de l'ADN de l'entreprise et plus on peut le faire, mieux c'est. Pour te donner un autre exemple, ça fait plusieurs années qu'on fait des baromètres internes dans l'entreprise. C'est un peu différent du NPS dont on parlait avant, parce que c'est plus pointu, plus approfondi. Il y a quelques années, on en a modélisé un en RH, nous-mêmes, parce que on en sentait que c'était dans l'air du temps.
Et puis, le taux de participation à un baromètre, c'est difficile parce que les collaborateurs, ils n'ont pas que ça à faire. Il faut qu'ils soient inspirants, Eh ben, un jour, on a créé un Team Lab sur la redéfinition et la réécriture du baromètre interne pour les collaborateurs. Et il a été simplifié. Il a été transformé au niveau des mots, parce que les RH, quelquefois, on parle pas comme les autres, a priori. Et donc, du coup, et le taux de participation a bondi. Voilà, c'est aussi le bénéfice. Enfin, on parle de symétrie des attentions, on parle de moyens, enfin de méthodes pour avoir la symétrie des attentions. Le résultat de ça, est-ce que c'est une attention positive, j'imagine, puisque tu es derrière mon micro? Qu'est-ce qu'ils disent les clients et qu'est-ce qu'ils disent vos collaborateurs pour que ça soit maintenant une conviction et quand même une ADN ou en tout cas une manière forte de travailler pour vous côté RH et pour la direction? Alors, dans ce que tu me dis, ça m'inspire deux choses. Pour nous, côté RH, si tu rencontrais toutes mes équipes, c'est complètement intégré parce que elles ont mesuré l'innovation, la source d'inspiration. Donc, ça devient presque un réflexe permanent de benchmark, d'ethno, pour réinventer nos métiers ou amener du renouveau. Les collaborateurs tapent à l'œil, ils te parlent pas de la symétrie des attentions en tant que telle. Nous, on la constate. Et là, par exemple, il y a quelque chose de très concret, contextuel aujourd'hui. Hier, nous avons reçu un prix qui sur la meilleure chaîne en termes de relations clients. Et quand la directrice commerciale va recevoir ce prix, la première chose qu'elle met en évidence, c'est la symétrie des attentions qui dit si vous prenez soin de vos collaborateurs et qu'ils sont épanouis, heureux, alors ils auront envie de prendre soin de leurs clients de la même manière que vous preniez soin d'eux. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est elle. Et je crois qu'elle a raison. Donc nous, c'est comme ça que ça se ressent. Voilà, c'est comme ça que ça se vit. On a plutôt effectivement envie de satisfaire nos équipes, on a envie de prendre soin d'elles, on a envie de les projeter, d'inventer des parcours. On n'est pas parfait parce que comme les clients, quelquefois il y a des clients qui ont des expériences qui sont pas bonnes et quelquefois on a des expériences qui sont pas parfaites, mais l'envie est là. Clairement, l'envie est là. Donc on met tout en œuvre pour que nos collaborateurs s'épanouissent le plus possible. Ouais, le mot qui me vient depuis tout à l'heure quand je t'écoute, c'est le mot confiance. En fait, une marque, pour que les clients achètent, c'est qu'ils ils renvoient de la confiance. On a confiance dans les produits, on sait que ça va être bon pour nous, que ça va nous rendre beaux, que ça va, je sais pas quoi, ça va être bon pour la santé, bon pour nos enfants, etc. Donc, j'imagine que c'est aussi l'objectif des équipes marketing, c'est que les clients aient confiance dans les produits tape à l'œil et qu'en fait, vos collaborateurs, et l'exemple du Team Lab est un exemple, je trouve, très révélateur, pour pouvoir s'exprimer, pour avoir envie de s'exprimer dans un Team Lab sur un sujet aussi sensible que la rémunération, ça veut dire que vous êtes ouvert, vous dites que vous êtes ouvert et prêt à co-construire, mais ça veut dire que les collaborateurs, ils sentent aussi qu'ils sont dans un cadre de confiance et que si leur idée n'est pas bonne ou n'est pas retenue, ils vont pas se faire taper sur les doigts 2 jours plus tard avec leurs collaborateurs, avec par leur manager. On fait le plus possible, en tout cas. J'ai surtout pas envie de laisser la trace d'une entreprise bisounours. Bien sûr. C'est pas le cas. Il y a des collaborateurs et on est comme toutes les entreprises dans des contextes dans lesquels c'est pas facile pour tout le monde et on n'est pas parfait. Par contre, on travaille effectivement la confiance. Ça, j'ai l'histoire que je peux partager, c'est qu'on a réécrit la vision de l'entreprise en 2012, et notre choix a été d'être dans un processus de vision partagée, c'est-à-dire bottom-up, collaboratif de nouveau, dans lequel on a embarqué 600 collaborateurs à l'époque pour qu'ils s'expriment sur la vision stratégique de la boîte. Ce qui est ressorti de cette période-là, c'est 2 notions fortes. La première chose, c'est qu'on a décidé qu'elle était collaborative, mais on l'a pas fait qu'entre nous, on l'a fait en écoutant aussi ce que nos partenaires racontaient de nous. Et on a entendu que souvent nos partenaires disaient « Mais c'est incroyable la différence entre ce que l'on pense de vous à l'extérieur sans vous connaître et ce que l'on reçoit quand on passe la porte de votre entreprise. » Et alors là, c'était pas que flatteur, ce qu'on pensait de nous à l'extérieur, c'était on était
une gentille entreprise, un peu junior, pas forcément un peu sympa, un peu junior. Et quand il rentrait à l'intérieur, du coup, ça arrivait un peu cool, les partenaires, parce qu'ils se disaient que ça allait bien se passer, et ça se passait super bien. La seule chose, c'est qu'on était beaucoup plus pro qu'ils n'imaginaient, beaucoup plus structuré qu'ils n'imaginaient, et surtout très authentique dans ce qu'on était. Ça veut dire que on était d'accord de leur dire qu'on était content de travailler avec eux, mais s'il y avait des problèmes, on était assez cash sur le fait qu'il y avait des problèmes. Et donc, ils ont utilisé une verbatim et ils nous ont dit, et si tout ce qui se voyait à l'intérieur, tout ce qui se vivait à l'intérieur de chez vous, vous assumiez quelque part de le partager à l'extérieur. Et nous, ça nous a libérés. Parce que on s'est toujours vu un peu jeune boîte, pas forcément leader sur le marché, donc plutôt challenger, start-upper, etc. Et quand on a assumé ça, la première décision qu'on a prise, c'est vrai. Faut qu'on soit authentique, faut qu'on le dise puisqu'on l'est. Donc il faut que les gens accèdent à ce que l'on est à l'intérieur. Et la première décision a été déjà entre nous dans l'entreprise, que tous ceux qui avaient envie de partager pouvaient le partager librement en toute transparence. Et on a mis en place un réseau social interne. Le seul poste qu'on n'a pas créé, que toutes les entreprises créent quand elles mettent un réseau social interne, en tout cas je crois, j'ai pas la prétention de savoir, c'est un régulateur, un modérateur. Et nous on a dit mais à quoi ça va servir ? Parce que s'il y a de la confiance, les gens vont avoir envie de s'exprimer et il faut qu'il y ait des gens qui disent quand c'est bien ou quand c'est pas bien. Et on n'a pas créé ce job-là. Et ben ce réseau social, ça a posé, pour moi, définitivement la transparence, l'authenticité, qui sont les gages de confiance. Et donc aujourd'hui, c'est peut-être ça qu'on ressent. Voilà. On est sur Chef, donc c'est un podcast qui est destiné aux managers. Oui. Comment, en tant que manager, chez Tape à l'œil, comment cette symétrie des attentions, elle est mise en place par les managers et elle est vécue par les managers auprès de leurs équipes ? Je sais pas si ma question elle est claire, mais je me dis, moi, en tant que manager, demain, j'écoute ce que tu dis et je trouve ça super. Mais comment je peux faire vivre à mes collaborateurs cette symétrie des attentions en la nommant ou sans la nommer, mais pour la faire vivre, voilà, pour la faire manager... vivre, voilà, pour donner tous les avantages que tu dis, la confiance, l'innovation, la co-construction, etc. Pour moi, la première chose, c'est que les managers, on doit leur transmettre le sens. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ce sur quoi on échange. Donc je te le disais tout à l'heure, on les forme pour ça le plus possible. La deuxième chose, c'est que dans plein de notions stratégiques, et je vais par exemple, là tu vois, il y a une affiche à côté de toi sur la vision de l'entreprise. Et ben quand tu vois dans cette vision, il y a la symétrie des attentions, parce que on parle de l'expérience client que l'on veut faire vivre et on la revendique personnalisée, surprenante. Et ben quand on parle de notre expérience collaborateur qui, tu le vois bien sur le schéma, est en face, donc dans la symétrie des attentions, on parle aussi d'une expérience collaborateur personnalisée, collective, on va pas dire surprenante, mais on va dire unique. Donc, ils vivent régulièrement avec ce parallèle-là, et chaque fois qu'on te raconte la vision de l'entreprise, on te fait ce parallèle-là. Donc, on cherche à créer quelque part un automatisme. La deuxième chose, c'est que on leur met une invitation à considérer leurs collaborateurs comme leurs premiers clients. La deuxième chose, c'est que avant d'être manager, on est tous collaborateurs d'une même boîte, et dans les règles du jeu corporate de la boîte, il y a une attente que tous les métiers des services support aillent au moins passer 2 jours par an au contact des équipes magasins. Parce qu'ils doivent prendre conscience de l'impact de leurs décisions amont sur l'expérience client dans les magasins. Et quand on leur dit ça, on leur dit pas les clients finaux. On leur dit vos premiers clients, c'est les équipes magasins. C'est elles qui doivent recevoir ce que vous allez mettre en avant ou mettre en œuvre en amont. Donc, moi, le sujet, c'est pas uniquement parce que je suis manager, comment je fais vivre à mes collaborateurs la symétrie des attentions. C'est comment, dans mon quotidien, j'intègre l'idée que chacun de mes partenaires
puisqu'il peut être collaborateur, mais il peut être mon partenaire interne, il peut être mon patron, et quelque part, un de mes clients. Quand vous êtes un collaborateur et que vous allez voir votre manager, et que vous avez une question, votre obsession, c'est de lui amener une réponse. Pas forcément la solution, mais une réponse. Quand vous êtes une responsable de magasin ou une conseillère de vente, quand vous avez un client qui arrive et qu'il vous pose une question, vous n'avez pas forcément la réponse. S'il cherche un tutu rose et qu'on n'en a pas, on va pas lui inventer. Mais on doit lui amener une réponse, qui est qu'il est peut-être chez un de nos compétiteurs, et il faut savoir le dire, il est peut-être dans un univers aujourd'hui du sport, c'est pas grave. Mais moi, je considère que ça n'est pas parce qu'on est manager qu'on doit être meilleur dans la symétrie des attentions. Je considère d'abord que c'est parce qu'on est collaborateur chez Tape à l'œil que l'on considère l'ensemble de notre environnement comme des clients à satisfaire. C'est très clair. Ça me parle vachement. C'est très clair. Quels sont vos prochains défis chez Tape à l'œil ? Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes déjà bien au taquet de plein de choses et notamment de la qualité de vie au travail. Sur quoi vous travaillez en ce moment ? Moi, j'ai 2 thèmes qui m'inspirent et qui vont nous faire vibrer dans les mois et semaines qui arrivent. Il y a une première thématique, c'est et si je réussissais à ce que chacun des collaborateurs de l'entreprise devienne un entrepreneur responsable de son projet, de son parcours, de sa vie. Donc c'est une thématique qui me parle, l'entrepreneuriat responsable. Sur le marché, il y en a plein qui sont des entrepreneurs responsables. Je pense que tu en as une, par exemple, toi, Sophie. T'es entrepreneur et t'es là pour faire témoigner les gens. Et donc, t'es responsable, tu nous donnes la parole, quelque part. Donc, tu fais ta part en termes d'engagement social ou sociétal. T'as décidé d'être entrepreneuse. Mais je pense qu'il y a des gens qui le sont dans leur personnalité, mais n'ont pas le courage, le pouvoir, la possibilité, parce qu'on n'a pas tous les mêmes contextes de vie. Mais être entrepreneur, c'est d'abord avoir envie de s'exprimer, de porter des projets, et puis de driver, en fait, d'avoir des convictions, de driver sa vie et driver ses choix. Et donc, j'ai envie de ça, chez Tape à l'œil. J'ai envie de révéler en chacun des collaborateurs sa capacité à accepter qu'il peut être entrepreneur responsable. Et derrière responsable, je parle évidemment faire sa part environnementale, mais je parle aussi social et sociétal. Et on peut être salarié et on peut faire sa part sociétalement. On a une fondation chez Tape à l'œil et on permet à nos collaborateurs, dans le cadre de leur temps de travail, de vivre les actions fondation. Et donc, quand tu es un collaborateur qui va vivre une action fondation dans son temps de travail, tu fais ta part sociale ou sociétale. Et donc, tu peux te revendiquer, j'ai décidé d'aller agir pour la fondation avec Tape à l'œil. Donc déjà, tu deviens entrepreneur de tes choix et ton parcours. T'attends pas qu'on t'oblige. Voilà. Et donc, je pense que cette quête-là, pour moi, elle va aussi dans le sens de le monde d'aujourd'hui, c'est plus le monde de managers qui décident les choses. Je ne crois plus au mono-management. Je crois à des collaborateurs qui sont entrepreneurs et des managers qui sont accueillants pour des collaborateurs entrepreneurs responsables. Ça, c'est la première notion. Et la deuxième notion, elle est plus pragmatique, elle est plus concrète, mais on va faire notre part sur le terme de l'inclusion. On nous challenge pas mal. Nous, on a 2 publics qui nous touchent quelque part. Le premier, c'est la population des jeunes, et on va faire notre part sur l'inclusion des jeunes, plutôt dans une logique de agir pour la formation des jeunes, parce que ils sont les dirigeants de demain. Et donc, en se connectant avec eux, on a envie de les préparer et de les aider à être des acteurs du futur éveillés, lucides, engagés, etc. Et conscients aussi de ce que sont les acteurs actuels. Je vais le dire comme ça. Et c'est pas, on va le faire avec un regard inclusif, comme tout le monde le pense. Mais on va le faire plutôt avec une lecture, et tu comprendras après pourquoi je te le dis, plutôt avec une lecture de we boost, c'est-à-dire que on n'arrive pas pour être support des jeunes. On arrive avec les jeunes dans le cadre de l'inclusion pour booster leur ambition d'abord, pour aller les challenger sur le fait qu'ils prennent leurs responsabilités pour le futur, quelle que soit leur histoire. Il y en a qui sont plus ou moins gâtés dans la vie, mais c'est une génération de demain et on doit les aider à être costauds. Mais on n'est pas là pour être
bisounours à côté d'eux. C'est un terme qui me va bien, comme ça fait la part des choses. Et le deuxième public qui nous touche, c'est les femmes en situation de précarité professionnelle. Voilà, c'est notre premier public. Donc, parce que on a beaucoup de mamans clientes, et je dis pas ça parce que les hommes ou parce que toutes les autres genres qui existent. Je dis juste que on a fait ce choix-là dans le cadre de notre roadmap RSE pour ce cycle-là. Et je crois que c'est pas parce qu'on fait ces choix aujourd'hui qu'ils ne changeront pas dans les années qui arrivent. Mais en tout cas, c'est entrepreneurs responsables et inclusion des jeunes et les femmes en situation de précarité professionnelle. Je vous souhaite beaucoup de réussite, autant de réussite que dans la symétrie des attentions. Et puis peut-être à bientôt sur Chef, Barbara, pour que tu nous parles de ces nouveaux projets. Merci, c'était un premier podcast pour moi, ça m'a fait super plaisir. Moi aussi, Barbara, merci beaucoup. À bientôt, ciao. Je suis sortie de l'interview de Barbara en me disant « J'aime vraiment mon job ». Donc j'espère que vous aussi, vous finissez mon épisode avec Barbara en vous disant « J'aime vraiment écouter Chef ». Et surtout que vous apprenez plein de choses. À ce propos, un auditeur m'a dit dernièrement « Je ne suis pas toujours d'accord avec ce que disent tes invités, mais du coup ça me fait réfléchir ». Et je crois que c'est vraiment le meilleur compliment qu'on pouvait me faire. Bref, j'en viens au débrief. Et je vous assure que j'ai eu du mal à sélectionner 3 points clés, mais les voici. Je démarre par la fin, mais mon premier apprentissage est de considérer l'ensemble de son environnement comme un client à satisfaire. Et clairement, ce n'est pas facile. Mais en tirant le fil, je me suis dit que ce changement de posture peut développer notre empathie, notre écoute, notre tolérance, notre bienveillance. On peut aussi sortir d'une relation client-fournisseur entre certaines fonctions d'une même entreprise, par exemple, et donc responsabiliser chaque collaborateur, accélérer les processus et donc la performance globale de l'entreprise. Vraiment, en me projetant dans cette nouvelle posture, par exemple en prenant mon boss ou mon collègue comme un client, ça m'a fait réfléchir justement et je vois vraiment bien l'intérêt. Donc je vous invite aussi à faire la même chose. La deuxième pratique qui m'a titillé les oreilles va aussi dans ce sens. C'est l'idée que toutes les fonctions support aillent passer 2 jours par an auprès des équipes en magasin. Une sorte de vie ma vie qui permet de connaître le mieux possible le métier de l'entreprise. Je vous invite là aussi à imaginer ce que ça pourrait donner dans votre entreprise. Le troisième et dernier enseignement que j'ai choisi de mettre en lumière dans ce débrief est bien sûr le Team Lab. J'en ai listé les avantages dans l'épisode, donc je vais peut-être un peu me répéter ici, mais cette manière de créer un cadre de confiance pour travailler avec des collaborateurs sur des sujets structurants de l'entreprise me fascine. L'exemple de Barbara qui m'a le plus parlé, c'est le baromètre. Le fait d'avoir retravaillé un produit ou un service avec la cible est forcément super efficace et je crois qu'on a souvent tendance à l'oublier. Mais pas que dans les RH. Et c'est le moment où je fais un coucou à mes anciens collègues du contrôle de gestion par exemple. Voilà, trêve de plaisanterie. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité à Chef. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Salut!